Bonsoir, je suis Jean-Paul Deplus, le président du Mondaneum, comme quelques-uns d'entre vous le savez. J'ai vraiment le très très grand plaisir d'accueillir Thierry Geerts. Merci de nous avoir rejoints. Cette affaire, cette histoire du Mondaneum et de Google est en train de naître, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'imagine, en lisant la presse ou en voyant la presse audiovisuelle. Et cette histoire qui naît est finalement un juste retour des choses pour Hotelet et La Fontaine, mais c'est aussi le début d'une véritable belle histoire d'archéologie, en quelque sorte, d'archéologie de la technologie telle qu'elle se vit aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas enlever les mots de la bouche du discours de Thierry et de toutes ces choses qui ont déjà été beaucoup dites. Je voulais, quant à moi, simplement insister, d'abord vous remercier de vous être déplacé. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, ce qui est extrêmement réjouissant pour nous. Je pense qu'effectivement, le Mondaneum, quand on parle d'archéologie, on a effectivement tendance à se retourner vraiment très très loin, à se projeter très loin dans notre passé. Tout ce qui se passe ici, finalement, même si le décor du Mondaneum est un décor qui fait plutôt référence au XIXe siècle qu'au XXIe siècle, eh bien, ce décor est, et vous l'apprendrez au cours de cette soirée, étonnamment moderne, puisque dans ces fichiers que vous avez autour de vous, eh bien, se trouve ce que d'aucuns ont appelé, et d'aucuns c'est le journal Le Monde, rien que ça, un Google de papier. Voilà, vous aurez l'occasion d'entrer dans le vif du sujet au cours de cette soirée. Dernière chose avant de passer la parole à Thierry, oui, je dois, si je ne vous dis pas que vous avez reçu des fiches, Delphine vraiment va m'en vouloir beaucoup. Donc vous avez reçu dans cette invitation des fiches que vous pouvez, fiches en référence aux fiches qui vous entourent, que vous pouvez faire acheminer, si j'ai bien compris, vers les intervenants pour qu'ils puissent vous répondre en temps réel. Je voulais encore dire une toute petite chose, mais c'est un remerciement à l'équipe. Vous savez que ça se fait souvent, on a souvent des paroles convenues en disant merci à tous ceux qui ont travaillé, etc. Il est réjouissant, Thierry, de constater que malgré, dans cette époque de technologie avancée, les hommes ont encore toute leur importance. Et quand on dit les hommes au Mondaneum, on pense plutôt aux femmes. Vous avez remarqué qu'il y a là une équipe qui est très féminine. Eh bien, l'importance de l'élément humain dans les rencontres qui se sont passées, l'importance de l'élément humain dans le fait de faire grandir ce Mondaneum, de retrouver son histoire et de le projeter dans le XXIe siècle est essentiel. Et je tenais vraiment à les remercier tous et toutes. Voilà, merci Thierry, c'est à toi. Mais à mon tour, merci de m'accueillir ici ce soir. Je suis particulièrement fier de pouvoir représenter Google pour lancer ce cycle de conférences ici au Mondaneum. En fait, Google a conclu cet accord de partenariat à long terme avec le Mondaneum parce que c'est un projet avec lequel nous nous sentons particulièrement liés, parce que nous partageons en fait la même ambition que Paul Hotelet et Henri Lafontaine. Tant Google qu'eux ont voulu indexer l'information mondiale et la rendre accessible en tout temps chacun, ce qui est quand même... Alors c'est déjà révolutionnaire de le faire aujourd'hui, mais c'était encore plus révolutionnaire il y a un siècle. Inventer Google de papier il y a un siècle, il faut quand même il faut le faire. Et il faut maintenant surtout le reconnaître et le faire savoir que ça a été inventé ici il y a un siècle. Ce partenariat s'intègre dans un projet de Google plus vaste, qui est de reconnaître les inventeurs de l'Internet et de l'informatique en Europe. Car beaucoup d'inventeurs sont européens, tant du PC, de l'informatique et de l'Internet. Mais les Européens ont tendance à oublier un petit peu leurs pionniers. Et nous sommes particulièrement fiers d'avoir ces deux compatriotes parmi ces pionniers européens que nous voulons mettre en exergue avec Google. Car Google, c'est beau être la société technologique d'aujourd'hui, je crois que nous nous sommes très fort tournés vers l'avenir, nous révolutionnons un petit peu la façon dont on travaille tous les jours, le quotidien du public par le Google Search, mais aussi par des produits comme YouTube, mais nous voulons également reconnaître notre passé et avoir du respect et investir en culture.
C'était pour nous aussi l'occasion de donner une visibilité à ce projet. Je crois que Google a l'avantage d'être opérateur dans le monde entier et nous avons donc pu, en annonçant ce partenariat, être dans la presse internationale. Et je crois que c'est très très important pour un projet de ce type d'avoir une reconnaissance internationale, que des chercheurs du monde entier se rendent compte de ce qu'il y a ici. Et donc on a fait effectivement Le Monde, mais on a aussi fait le New York Times, c'est l'annonce du partenariat. C'est un grand succès et c'est vraiment effectivement ce lien humain ici qui a permis de faire ce genre de choses. Mais je crois que c'est un début. Le cycle de conférences est le prochain pas, mais l'intention est vraiment de pouvoir continuer ce type de projet. Alors, je suis aussi fier d'être à Mons, car, comme vous savez, nous avons investi beaucoup d'argent, pas très loin d'ici, à Glun, dans un data center, des centaines de millions d'euros. C'est bien d'investir en moyens techniques et humains, c'est bien, encore mieux, d'investir aussi en culture. Et c'est pour ça que je vous remercie de pouvoir avoir l'honneur de sponsoriser ce projet que nous trouvons l'origine, l'ancêtre de Google. Voilà. Grand temps pour laisser la parole à nos conférenciers de ce soir. Merci beaucoup. Diversité linguistique sur le web, un combat pour l'Internet de demain. Je vais peut-être commencer par un mini-sondage. Qui, parmi vous, levez la main, connaît le Mondaneum? Quand même, un petit nombre de fans quand même. Qui connaît Internet? Là, a priori, on est sur 100%. Qui utilise Internet tous les jours? Qui connaît et utilise Google? Qui connaît Facebook? Voilà. Nous sommes, je crois, effectivement, et on y reviendra, si effectivement on va parler aujourd'hui de choses très actuelles, on est aussi avec un certain nombre de pionniers dans l'environnement qui nous entoure, mais aussi avec les orateurs. Je pense qu'effectivement, ils ne se rendaient pas compte à quel point ce qui était une utopie pour certains et un travail pour d'autres allait bouleverser à ce point notre quotidien. Le web, le World Wide Web et la diversité linguistique. L'un et l'autre devraient aller de pair. Est-ce le cas? L'expression courante est « le monde est un village ». Est-ce qu'il ne faudrait pas, même si c'est moins joli, dire que le monde est fait de nouveaux villages, au pluriel? Ou bien n'existera-t-il plus qu'un seul village, ce fameux village global? Sur Internet, aujourd'hui, il n'est pourtant question que de communautaires, de contributifs, de participatifs, de communautés, à tel point que un des profils les plus demandés, puisque je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, les plus demandés aujourd'hui, parmi les professionnels, est celui de gestionnaire de communauté. Communauté avec un S. On le sent, il suffit d'ouvrir la radio ou la télévision, les quotidiens. Le monde dans lequel nous vivons est à la fois celui de la globalité, mais également de l'individuel, dans une sorte de grand écart, de l'identitaire, de l'affirmation de soi, au sein de nouvelles tribus. Et je pense que Facebook en est le parfait exemple. Peut-être parce que nous sommes au cœur de ce qui se passe, nous manquons probablement de la distance, nous permettant peut-être de bien voir et de comprendre ce qui est en train de se passer. D'après le philosophe Michel Serres, nous sommes pour lui à un tournant charnière. Comme l'humanité n'en a connu peut-être qu'une poignée dans son évolution. Le rapport au temps a changé, et change encore. Nous sommes dans une société de l'immédiateté. On ne sait pas encore jusqu'où on va pouvoir aller plus loin, de l'immédiateté mesurée en picosecondes, je ne sais pas, mais le rapport à la distance a changé, change encore. Le rapport aux autres est peut-être en train de changer. Dans tout ce canevas, facteur culturel et identitaire, clé d'appropriation des connaissances, la langue est l'un des fondements de la construction de notre humanité. Sans langue, pas d'expression de la pensée, pas d'échange, pas de transmission de savoir. C'est même tellement un des fondements de base que, un peu comme la respiration, on a tendance à l'oublier, on n'y pense pas. Ça paraît naturel, la langue. Et si, comme le dit encore Michel Serres, grâce aux nouvelles technologies, l'homme est en train d'externaliser sa mémoire, tout un programme, ne faut-il pas commencer à prendre garde au support sur lequel nous externalisons cette mémoire, à ses caractéristiques techniques, à ses contraintes? Il y a 20 ans ou il y a 25 ans, on parlait d'un Internet, ou en tout cas d'encodage en 7 bits. Ça veut dire que la mémoire, il y a 20 ou il y a 25 ans, ne savait pas contenir les caractères accentués. Aujourd'hui, c'est en 32 ou en 24 ou en 32 bits qu'Unicode nous permet théoriquement d'écrire ce savoir. Est-ce suffisant? Mémoire, information, structuration de l'information, connaissance, épanouissement de l'homme.
des thèmes centraux au cœur du travail de Paul Hotelet et du Mundaneum, des thèmes qui ont un siècle et qui sont pourtant complètement d'actualité, comme vont certainement le mettre en contexte les deux orateurs de ce soir. Alors, si la conférence d'aujourd'hui est sous-titrée « Un combat pour l'Internet de demain », je me pose la question, et je vais la poser aux orateurs, sommes-nous en guerre? Contre qui? Contre quoi? Y a-t-il un enjeu? Y a-t-il des défis? Pour commencer à y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant le premier orateur, Daniel Prado, que je vais introduire. Pour les deux orateurs, c'est une tâche qui est agréable mais longue, tellement leur parcours est brillant. Présenter Daniel Prado, c'est probablement dire de lui que c'est un, et j'espère qu'il sera d'accord avec la définition, c'est un multi-activiste, à la fois de la diversité linguistique, mais également des réseaux associatifs, pas nécessairement des réseaux technologiques, des réseaux de gens. Durant près de 25 ans, et jusqu'il y a quelques mois, je pense, il a dirigé la direction de la terminologie et des industries de la langue à l'Union latine, organisation intergouvernementale consacrée à la promotion des cultures et langues latines. Dans ce cadre, il a mené de nombreuses actions qui concernent notamment le développement de terminologie et des outils linguistiques, la promotion de la traduction et la rédaction scientifique et technique, la promotion de la diversité linguistique dans le cyberespace, la science, les négociations internationales, la gouvernance. Profondément activiste et associatif, il a également participé à la création et animation de nombreuses associations ou réseaux internationaux comme Realitaire, le réseau pan-latin de terminologie, RITERM, le réseau ibéro-américain de terminologie, l'association européenne de terminologie et plusieurs associations nationales de terminologie en Espagne, en Italie, en Moldavie, au Pérou, au Portugal, en Roumanie, au Venezuela, en Uruguay. Il a été également membre de la commission générale de terminologie et de la commission de terminologie du ministère des Affaires étrangères de la République française. Il est actuellement chargé d'animer la vie de MAIA, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, puisqu'il y a 2 A, Réseau international pour la diversité linguistique, créé dans le but de contribuer à la valorisation et à la promotion de la diversité linguistique dans le monde. Dans ce cadre, il a d'ailleurs participé à la coordination de tout récent ouvrage Net.Langue, Réussir le cyberespace multilingue, un ouvrage, on peut dire presque une somme de 500 pages, qui, je pense, en version imprimée, ne pèse pas loin d'1 kilo. Je le cite. Ouvrage de vulgarisation, prétendant présenter de façon exhaustive, mais synthétique et claire, l'état de l'art et les actions nécessaires et souhaitées en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication en faveur de la diversité linguistique. S'il est achetable en version imprimée, il est aussi téléchargeable gratuitement au format digital. Daniel Prado ne s'arrête pas là, il prépare actuellement le 3e symposium international sur le multilinguisme dans le cyberespace qui se tiendra à Paris, je crois en octobre 2012, et participe au consortium DILINET, le projet de création d'indicateurs sur le multilinguisme dans le cyberespace dont il nous entretiendra certainement. On l'a introduit avant de juste lui céder la parole, si vous le souhaitez, et je vous y invite largement, poser des questions à l'un ou l'autre des orateurs. N'hésitez pas à remplir les petites fiches ou à en demander à l'accueil si c'est épuisé. De prendre ces petites fiches, faire un signe à l'une ou l'autre des hôtesses qui les ramassera. Je tâcherai de les collationner et de poser, après les interventions, les questions aux orateurs. Voilà, je vous donne la parole, Monsieur Prado. Merci beaucoup, Monsieur Lips. Vous m'avez épargné quelques minutes donc pour vous montrer un petit peu quelques développements. Bien, je vous présente tout d'abord le sommaire de la présentation pour que vous voyez un petit peu le fil. Tout d'abord, je vais faire une brève introduction, étant donné que M. Lips l'a déjà fait d'une certaine manière, de l'ouvrage Net.Langue qui vient d'être présenté au Salon du Livre de Paris récemment et qui est disponible. On verra pour quelles raisons il fait un petit peu la colonne vertébrale de toute la présentation. Et ensuite, je vais donc passer à essayer de voir, survoler, parce que dans si peu de temps, on n'a pas le temps d'entrer trop dans les détails, un petit peu la diversité linguistique dans le cyberespace, avec 3 sous-chapitres, voir un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à 2005-2007. Vous allez voir pour quelles raisons, ces dates-là. Ensuite, essayer de faire un parallèle entre le monde virtuel et le monde réel, entre guillemets.
et voir un petit peu ce qui se passe après, on va dire 2005, 2007 et autres. Et ensuite, on va essayer de répondre brièvement aux défis et opportunités que représente le cyberespace pour la diversité linguistique. Et finalement, on va essayer de passer à des actions nécessaires, notamment ce qui a été mentionné tout à l'heure, la création d'indicateurs, ce qui nous manque énormément, et un petit peu des actions de diffusion, dissémination et décision. Bien, je ne pensais pas que c'est une présentation commerciale, c'est un livre qui est gratuitement, comme le disait M. Lips, accessible par Internet d'ores et déjà, vous pouvez le télécharger, c'est sur Internet, vous avez les coordonnées en version PDF et bientôt en version EPUB, mais évidemment il y a une version imprimée qui reste encore non gratuite pour des besoins de l'éditeur de pouvoir récupérer ses frais d'impression. Mais en tout cas, cet ouvrage, c'est un ouvrage qui a été voulu par un collectif d'institutions qui se posait la question, parce que les enjeux de la diversité linguistique dans le cyberespace, parfois, ça reste assez difficile à comprendre par l'ensemble de gens, notamment ceux qui ont besoin de gérer leur langue et de leur donner une impulsion pour qu'elle soit plus présente dans le cyberespace. Donc on a essayé de faire un ouvrage de vulgarisation, ça a été présenté au Forum international de Bamako, l'idée, ensuite on a eu l'appui de l'UNESCO, de l'Union latine, de la francophonie et de plusieurs autres institutions comme l'ANLOC et le CRDI, institution canadienne, et finalement la maison d'édition CF Édition l'a donné, enfin l'a fait réalité. C'est un ouvrage qui se veut pédagogique, qui donne des indices politiques, et aussi qui soit pratique, permettant d'appréhender, de comprendre les principaux enjeux du multilinguisme, comme je le disais. Il y a 27 articles que vous pouvez apprécier, et il y a 2 versions qui sont sorties en même temps, français et anglais. Il y a une version russe en préparation, et on fait un appel à d'autres, à tous ceux qui souhaiteraient le traduire et l'imprimer en différentes versions, parce que c'est un ouvrage qui mérite d'être diffusé dans les 4 coins de la planète. Voilà pour la petite présentation. Il y a des fiches que je peux vous donner pour savoir où le télécharger. Bien, je vais donc à partir de cette introduction, vous allez m'arrêter 5 minutes avant, enfin pas arrêter, mais me dire 5 minutes avant. Je vais essayer de faire un survol qui est assez difficile, c'est une gymnastique assez difficile, sur l'évolution de la diversité linguistique, notamment le cas du web. Nous avons commencé avec plusieurs collègues à travailler dans pour regarder quelle était l'évolution de la langue. Vous savez très bien que tout d'abord l'Internet est né plutôt anglophone. Ensuite, avec le web, ça a permis une certaine démocratisation, et petit à petit, l'ensemble de langues ont commencé à faire, pas l'ensemble des langues, mais notamment les langues européennes, les langues qui s'écrivaient avec des caractères latins au premier, et ensuite cyrillique, et ensuite d'autres langues. Ça a été assez long, et donc à partir de 1996-98, où l'anglais, on trouvait entre 80 et 75% de pages web en anglais. On arrive aujourd'hui, à 2007, on estimait à quelque chose comme 45% de pages web. Non pas qu'il y a moins de pages web en anglais, mais qui, effectivement, les autres langues rattrapaient ce retard qui avait pris initialement, notamment, tout d'abord, comme je le disais, les langues à caractère latin, et nous avons, dans le cadre de l'UNATIN, procédé avec une ONG dominicaine et française à faire ces études. On a vu l'évolution de 1998 et 2007 pour les langues romanes, et on a vu un petit peu une évolution, tout d'abord vers le haut, et ensuite un tassement. Un tassement qui s'est produit quand les langues, notamment asiatiques, ont commencé effectivement à produire de plus en plus d'informations.
Nous avons aussi, enfin nous, le UNATIN nous avions travaillé à l'époque avec 5 ou 6 langues romanes, mais il y a d'autres travaux qui se sont faits, et notamment à partir d'un laboratoire de Japon, pour essayer de voir quel était le comportement des langues, notamment les langues moins répandues. C'est un laboratoire LOP, le Language Observatory Project, et qui a fait une étude sur les langues asiatiques moins répandues, les langues africaines, et aussi travaille sur les langues des Caraïbes à l'heure actuelle. Et ils ont constaté aussi qu'en 2006, il y avait une quantité non négligeable de langues moins répandues dans le web asiatique, mais tout d'un coup, ça dégringole. Hein, c'est-à-dire qu'on passe de 52% à 41%. Ne parlons pas des langues africaines, de 2,5%. Les langues africaines, nous allons le voir, sont peu présentes dans le web en général, et il y a quand même un certain recul. Vous avez des petites... en bas de chaque diapo, vous avez un petit œil et quelques noms. Et ça fait référence aux personnes qui traitent plus profondément ce que je suis en train de dire dans le livre NetLang. Parce que chacun a eu un thème spécifique et je voudrais bien de temps en temps faire référence à leurs travaux dans ce livre. Le cas de l'Afrique est assez particulier parce que ça nous donne... c'est là où il y a le plus de langues, c'est l'un des 2 continents où il y a la plus grande diversité linguistique, il y a beaucoup de langues orales, et on constate effectivement quelques phénomènes. Bien qu'il y ait presque 5% des internautes de la planète, on n'a que à peine une production, et même si l'anglais et le français sont les langues les plus utilisées dans le web africain, de loin, par rapport aux langues autochtones, ils ne produisent que 0,6% de l'ensemble des pages en anglais de la planète et 0,6% de l'ensemble des pages en français de la planète. Et nous avons fait, avec les études, concernant les études sur les langues romanes, nous avons constaté, en faisant une espèce de ratio entre le nombre d'internautes dans telle ou telle langue et le nombre des pages produites, ce qu'on appelle un facteur de productivité. Et on constate qu'effectivement, il y a des langues qui sont beaucoup plus productives par internaute que d'autres. Et bon, l'anglais, n'en parlons pas. On sait très bien que l'anglais, on ne le fait pas que dans le pays les anglophones. Il y a beaucoup d'autres peuples qui font des pages anglais pour des raisons commerciales, de visibilité, etc. Mais on constate que les internautes allemands sont très productifs, les internautes italiens aussi, les français un peu moins, le catalan un peu moins que les français, mais beaucoup plus que les roumains, les hispaniques et les lusophones, les gens de langue portugaise. Donc on fait des constatations de ce type, et je vais revenir sur cet aspect qui est l'aspect de productivité, de création et des consommations. Vous allez voir pour quelles raisons. Cela nous amène tout d'abord à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, je vais dire, réel. Excusez-moi l'expression, mais pour un petit peu, le monde réel, c'est qu'est-ce qui précède à l'Internet, ou qu'est-ce qui font les langues en dehors de l'Internet, n'est-ce pas ? Et pour passer à des notions dont on parle de plus en plus, le poids et la valeur des langues. Tout d'abord, rappelons-nous qu'il y a une espèce de fracture linguistique. Je suis désolé pour ceux qui ont ce discours déjà. On en parle beaucoup de la disparition des langues, et je vais revenir sur des chiffres, mais c'est toujours intéressant que certains puissent le voir. On sait très bien que la moitié des langues risquent de disparaître, c'est ce que nous dit l'UNESCO, que nous dit Agege, Calvet et autres. Et même il y a un auteur dans le livre, en particulier Pensée, qui dit qu'il y a même plus de possibilités que entre 80 et 95% des langues de la planète disparaissent à ce rythme effréné. Marcel Di Kikidiri, dans ce livre, nous rappelle que les 70 langues les plus répandues sont parlées par 94% des habitants de la planète. Seulement 70 langues. Ce qui nous laisse plus ou moins, aux environs, parce qu'on ne sait pas trop combien de langues il y a exactement, environ de 6800 langues parlées par à peine 6% du reste de la planète. C'est-à-dire qu'il y a 6800 langues qui sont parlées par à peine, je crois que 400 millions, quelque chose aussi d'habitants. Il faut se rappeler aussi que 60% des langues parlées dans la planète se trouvent dans 20 pays, qui sont parmi les plus démunis. Rappelons-nous aussi
qu'on a des estimations que presque la grande quantité des langues de la planète ne couvre que des besoins affectifs et locaux, parfois administratifs locaux, parfois de voisinage, etc. Et qu'il n'y a que 150 langues qui disposent de la protection ou veille d'une entité publique, et qui plus est dans un monde qui est dominé par l'écrit, même si le multimédia se développe de plus en plus, il y aurait entre 10 et 33%, enfin, je dirais plus vers le 10% que les 33%, les 33% c'est trop optimiste, des langues qui seraient écrites à l'heure actuelle. Justement, il y a un article assez intéressant concernant quelle est l'inclusion de des langues de signes aussi également, ça c'est important, c'est quelque chose que souvent on oublie quand on parle de langue en général et je vous invite à le découvrir. Nous savons, enfin je le disais tout à l'heure, que la mondialisation a accéléré la compétition entre langues. Quand on dit mondialisation, on ne parle pas que de l'Internet, on parle aussi du fait du développement du tourisme, du développement de la migration, des migrations. Vous savez que les phénomènes migratoires sont de plus en plus accélérés, les phénomènes d'urbanisation. Quand il y a compétition entre deux langues, forcément, les gens ont tendance à oublier la leur quand la société où ils sont inscrits utilise une autre langue qui leur donne beaucoup plus de possibilités de réussir, de s'informer, etc., etc. Bien sûr, nous parlons dans ce livre assez important, aucune langue n'est meilleure et n'a pas moins de capacité que d'autres à décrire le monde. Toutes les langues se valent, toutes les langues sont égales dans tous les sens. Mais simplement, bien sûr, il y a des langues qui sont plus outillées, qui ont beaucoup plus des outils qui leur permettent de couvrir beaucoup plus de secteurs. Les langues mieux outillées ou avec un spectre plus large d'utilisation contribuent à la disparition de celles considérées moins prestigieuses par le locuteur. Quand je viens de la campagne, je parle une langue dans ma campagne, je viens à la ville, et cette langue ne me sert plus à rien, ni moi ni mes enfants allons faire revivre cette langue que nous avions laissée. C'est pour ça que je vais parler maintenant de certains facteurs qui font que certaines langues soient plus compétitives que d'autres pour un petit peu détecter quelles sont les politiques qui peuvent être menées. Mais je vous invite aussi à lire certains articles qui concernent l'immigration, l'autre l'équité des langues, d'autres qui parlent de l'inscription dans les droits humains de la valeur des langues. Bien sûr, il y a des aspects démographiques qui font qu'une langue soit plus prestigieuse que d'autres, parce qu'on se déplace, il y a plus de possibilités de parler cette ou cette autre langue. Le fait qu'une langue soit officielle ou d'enseignement donne un prestige, donne une valeur à une langue beaucoup plus importante que d'autres qui ne sont pas enseignées ou qui ne sont pas officielles. Le fait que cette langue soit une langue internationale, qui soit une langue officielle d'un certain nombre d'institutions internationales ou autres, même si nous savons que dans beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de langues égales, officielles égales. Nous savons aussi qu'à l'intérieur, il y a des langues qui sont plus égales, comme dirait Coluche, que d'autres. C'est notamment au sein des institutions européennes ou dans les agences de Nations Unies. Il y a des langues qui ont plus de prestige que d'autres, ils sont plus utilisés que d'autres. Et bien sûr, les langues qui sont traduites ou qui ont une grande capacité de traduire, c'est aussi une valeur de prestige. Ça donne, quand j'ai plus de littérature dans cette ou cette langue, bien sûr, je vais tendre à utiliser cette langue parce que ça m'intéresse, ça me donne accès à la culture. C'est assez intéressant de voir, l'UNESCO fait ces statistiques, que je vous invite aussi à voir la préface de Madame Bukova, la directrice générale de l'UNESCO. C'est assez intéressant de voir que la langue qui traduit le plus dans le monde, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le français, c'est l'allemand, et suivi par l'espagnol. C'est après qui se trouve le français, après se trouve l'anglais. Mais bien sûr, quelle est la langue source majeure de toute la planète? Bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'anglais. C'est la langue à partir de laquelle on traduit le plus vers d'autres langues. Bien sûr, ces statistiques, la plupart des statistiques que je vais vous montrer, il faut toujours se méfier. Non pas que c'est parce que je vous le montre, c'est parce que souvent, il y a par exemple dans les cadres de l'UNESCO fait appel à beaucoup de bibliothèques, à beaucoup d'États, etc. Mais il y a certains États, certaines bibliothèques qui n'en ont pas toutes les informations. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de statistiques. Et nous allons à la fin voir un petit peu où on en est des aspects d'indicateurs, justement. C'est un problème assez intéressant. Une langue qui a beaucoup d'éditions, a plus de valeur que d'autres, notamment aujourd'hui on parle beaucoup
j'ai vu souvent pas mal d'articles dernièrement et c'est assez intéressant de constater ce qui se passe au niveau de l'édition scientifique, au niveau des articles scientifiques. Le siècle dernier, nous avions une tendance à voir que l'anglais s'imposait comme la langue scientifique universelle, mais de plus en plus, on constate qu'effectivement, tout ça c'est biaisé. Les informations que nous avons, nous les piochons dans les index, mais les index sont biaisés. Il y a une quantité énorme d'informations qui s'est fait en chinois, qui s'est fait en portugais, qui s'est fait en arabe, etc., qui n'est pas indexée. Et c'est toute cette quantité d'informations à laquelle on n'a pas nécessairement accès, mais on constate quand même que tout ce qui est indexé, la plupart des informations qui sont indexées en édition scientifique, c'est l'anglais, ensuite c'est le français, ensuite l'allemand, l'espagnol, etc. Il y a aussi une hiérarchie des langues au niveau de l'édition scientifique, du moins celle qui est internationalisée. Enfin, les histoires de brevets, c'est assez intéressant de voir dans quelle langue je peux pouvoir faire de recherche ou des applications. Et puis tout ça, ça tend aussi vers quelque chose de très important, l'industrie de l'enseignement de langue, parce que c'est une vraie industrie. François Grain disait que c'est la première industrie du Royaume-Uni, l'enseignement de la langue anglaise. Ça produit énormément d'argent. Et forcément, la langue anglaise, ensuite la langue française, ensuite la langue allemande, de l'espagnol, etc. Et petit à petit, le portugais, les Russes et les Chinois ont compris ça. Et effectivement, ça devient un énorme marché. Plus votre langue est prestigieuse, plus vous avez envie d'apprendre cette langue. Mais la donne peut changer, effectivement. On voit une évolution différente. Le siècle dernier nous montrait une tendance à l'hégémonie linguistique. Mais on a de plus en plus de facteurs qui nous montrent que les choses changent. On a vu une étude Eurobaromètre de l'année dernière qui nous disait que même si beaucoup d'internautes européens déclarent consulter l'Internet dans une autre langue, pouvoir le faire, et 35 le font de manière systématique, et entre parenthèses, 48% de ces utilisateurs utilisent l'anglais, mais bizarrement, entre guillemets, bizarrement, les Anglais n'utilisent que l'anglais. Enfin, et nous allons revenir sur cette histoire de l'anglais. De l'anglais, Ustinov nous en parle beaucoup de la lingua franca, des préoccupations des anglophones concernant le monolinguisme de l'Angleterre. Mais dans cette même enquête, 9/10 des internautes déclaraient qu'ils donneraient priorité à leur langue maternelle si l'information était disponible, et la moitié se plaignait qu'ils perdaient beaucoup d'informations parce que ce n'est pas accessible dans leur information. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de pouvoir communiquer, d'avoir l'information dans notre langue, même si on maîtrise d'autres langues. Et justement, je reviens, il y a plusieurs auteurs qui en parlent, parce que le commerce et la compétitivité s'invitent dans ce discours d'un besoin de la diversité linguistique, d'avoir plus de langues, d'être plus multilingue. Le British Council est inquiet du monolinguisme des Anglais et leur manque de compétitivité, effectivement, dans un monde européen où la plupart des habitants sont bilingues, voire plurilingues, les Anglais restent encore des gens qui lisent surtout en anglais, ils consomment surtout en anglais, donc ils restent peu compétitifs au niveau professionnel par rapport à un Allemand qui parle aussi anglais, à un Français qui parle aussi italien ou espagnol, etc., etc. L'administration états-unienne, et l'Europe, on sait très bien que le fait depuis longtemps, favorise depuis peu les technologies du langage de l'administration même. Je ne dis pas les industriels, mais l'administration même, parce qu'ils ont constaté que plus de 60% des consommateurs du monde industrialisé achètent en langue maternelle. Donc c'est le marché qu'on perd si on essaye de vendre en anglais exclusivement. Donc traduction et localisation sont les maîtres mots, et je vous invite aussi à des articles qui concernent les aspects de localisation, des traductions des industries de la langue notamment, car les industries du langage, c'est des industries qui ont le plus de croissance ces dernières années, enfin ces dernières décennies plutôt. Après, il y a ce qu'on appelle le poids économique, bien sûr. Le poids économique fait aussi qu'on préfère une langue ou l'autre pour faire des affaires ou pour se projeter professionnellement. Il y a eu beaucoup d'initiatives, en particulier de François Grain, comme je le disais, de Radol, de García Delgado pour l'espagnol, José Pablo Esperanza pour le portugais, et d'autres. Ustinov nous en parle précisément de ces aspects.
5 minutes. Ah, je dois faire plus vite encore. Bien, je vais passer, je vais aller donc à faire une évolution après 2007. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout d'abord, rappelons, je vous l'ai dit au début, regardez bien ce tableau. En Océanie, en Afrique, Moyen-Orient et le reste de l'Asie, compris comme sont le Moyen-Orient, sont certains pays comme la Chine, le Japon, Taïwan, etc. Regardez, la diversité linguistique, c'est la plus importante. Alors, vous voyez, c'est part de camembert. Et regardez dans cet autre camembert le nombre d'internautes par région. Justement, l'Océanie, l'Afrique, Moyen-Orient et le reste de l'Asie, c'est la partie la plus petite. Donc, quand on croise ces deux courbes, on constate qu'est-ce qui se passe? Dans les pays où il y a le plus de diversité linguistique, il y a moins d'internautes, il y a moins d'Internet, il y a moins d'accès à Internet, forcément. Il n'y a que l'Amérique latine qui s'en sort plus ou moins bien, parce que c'est juste dans l'axe milieu. Et donc, nous avons arrêté en 2007, pour des raisons que je ne vais pas dire maintenant, mais je vais le dire après, si j'ai le temps. Et nous avons essayé de voir un petit peu dans d'autres espaces, beaucoup d'espaces, Wikipédia, etc., etc. Et nous avons vu que tout d'un coup, il y a des langues qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas dans d'autres statistiques avant, quand on parlait du Web 1. Et tout d'un coup, dans Twitter, apparaît le malais, le portugais bien placé, le néerlandais, déjà qui était un peu plus ou moins placé, le polonais pour le Wikimedia, le catalan pour le Wikimedia, des langues tout d'un coup qui surgissent comme ça, et notamment dans Facebook, dans Skype, dans d'autres espaces, et notamment dans tout ce qui est Web 2. Et bien sûr, on s'est dit, bon, nous on sait qu'on utilise énormément Google, mais il y a d'autres endroits, il y a d'autres moteurs de recherche très utilisés. Il y a un article en particulier de Grombatch qui nous parle du web chinois, et Human et Patak qui parle de web, des moteurs de recherche de l'Asie, que je vous invite à connaître. Et en faisant une espèce de, bien sûr, je dis ici à prendre avec modération, non pas que ce soit de l'alcool, mais il faut prendre plutôt avec précaution tout ça, parce que c'est des chiffres qui est un petit peu une somme d'un ensemble d'espaces étudiés, mais pas tout l'ensemble du web. Mais on constate, et on a coïncidé avec d'autres statistiques qui sont faites, que l'anglais aujourd'hui, on est à 30% de la planète, quand en 2007 était à 45% du contenu du web en général. Voilà. Alors, qu'est-ce que la première constatation qu'on s'est dit, le Web 1 paraît être pour les langues équipées le reflet de la présence de la connaissance. Et la numérisation d'œuvres amplifie cet effet. On parle de numérisation d'œuvres précisément, et ça amplifie cet effet. Toutes les langues qui avant Internet avaient beaucoup de littérature, forcément, aujourd'hui auront encore plus de pages web. Celles qui n'avaient pas de littérature sont un peu... Mais par contre, le Web 2 paraît changer la donne. Nous avons des phénomènes qui sont étudiés par El Zaïm dans ses livres concernant les révolutions arabes, et on a vu l'explosion de l'utilisation de la langue arabe au moment des révolutions des printemps. Les langues moins équipées investissent cet espace, donc. Donc, le cyberespace, c'est d'une part un défi et une opportunité. L'Internet, je vais citer un ami à moi et quelqu'un qui écrit avec moi dans ce livre, l'Internet a permis, justement, M. Lips nous parlait que l'Internet a changé un peu la façon, le temps, la notion du temps, la notion de l'espace, et c'est intéressant, Pimienta arrive à cette conclusion. L'Internet a permis de faire disparaître les frontières entre nations, on est tous convaincus de ça, mais nous constatons, c'est pas toujours vrai, hein. Nous savons que c'est pas toujours ainsi, mais en général, c'est quoi ça. Mais nous constatons plus nettement que jamais les frontières linguistiques. On a découvert qu'il y avait des frontières linguistiques tout d'un coup. Et que l'idéal recherché par certains de lingua franca se voit de plus en plus contesté, parce que effectivement on voit qu'il y a une diversité effectivement de plus en plus importante. Alors, rappelons-nous, j'ai 3 minutes, vous me laissez. Rappelons-nous que lorsque le locuteur d'une langue de moindre diffusion utilise la langue de prestige à plus de 50% du temps, il y a de fortes chances que la génération suivante l'emploie à 100% du temps. Et ce que dit Leañez Aristimuño en réaction à ça, c'est qu'à moindre valeur, à mes yeux, de ma langue, je vais l'utiliser moins. Et moins je l'utilise, moins de valeur elle aura pour moi. Donc, en tenant en compte ces aspects,
Nous voyons que le cyberespace paraît réfléchir pour l'instant la présence des langues de la connaissance et dans le commerce, mais, et bien sûr, les langues moins équipées souffraient d'un manque de prestige dans le web par le fait de ne pas être vecteur de commerce ou des connaissances, et aussi nous voyons que pour les langues équipées, la fracture numérique, c'est-à-dire plutôt l'alphabétisation numérique, provoquerait des internautes producteurs au nord et consommateurs au sud. Nous avons vu tout à l'heure que le peu de pages web par rapport à la quantité d'internautes faisait l'Afrique. Nous avons constaté aussi pour la langue espagnole, nous avons constaté pour la langue française et pour la langue portugaise, le sud est plus consommateur que le nord. Raison, non seulement l'accès, c'est surtout le fait de l'alphabétisation ou l'analphabétisation numérique. Alors, on se pose des questions concernant toutes ces études qu'on a fait. Comment une langue dite orale peut-elle emprunter les voies du cyberespace et les langues des signes? Comment éviter la spirale des langues? L'Internet confère-t-il du prestige à une langue ou non? Quelles sont les contraintes techniques pour l'inclusion des langues? Tout ça, c'est des réponses que je ne peux pas développer maintenant, mais vous allez voir dans ce livre. Alors, je vais passer pour d'autres diapos, mais Louis Pouzin va entrer plus dans le détail. Tout simplement vous dire qu'effectivement, nous manquons beaucoup d'indicateurs. Nous sommes arrêtés à un moment donné, et je termine là, nous manquons d'indicateurs. Les indicateurs, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir faire des politiques. Sans savoir ce qui se passe, on ne peut pas faire de politique réelle. Et c'est pour ça que Maya s'est impliquée dans la création de nouveaux indicateurs. Alors, comme il y avait beaucoup de problèmes à cause du changement d'attitude de moteur, que le web est de plus en plus tend vers l'infini, nous avons projeté faire une espèce d'un projet. On a réuni un consortium très important de 16 labos et institutions internationales pour présenter un projet, une collaboration entre l'UNESCO, la francophonie, l'Union latine, etc., l'Union internationale des télécommunications, pour consolider un consortium international afin de créer tous ces indicateurs qui nous permettent de voir langue par langue où on en est, où elles sont et quelles sont, et ça leur permettre aussi d'avoir des outils pour bien identifier. Je passe rapidement, de manière à finir. Nous avons, dans le cadre de maillage, on ne fait pas que constater, on essaye de mobiliser et on fait de campagnes de dissémination, de diffusion. Le livre en est une, mais aussi on tend vers essayer de faire une espèce de sommet mondial du multilinguisme. Non pas qu'il n'y ait pas d'outils juridiques ou des éléments juridiques qui nous permettent de faire des politiques. Ça existe, mais il y a encore des lacunes et il reste beaucoup à faire. Et donc, on tend vers ce sommet mondial sur le multilinguisme et certains des pas vont être franchis bientôt. Voilà, un peu rapidement, désolé, mais c'est vrai que sur la diversité linguistique et le cyberespace, on aurait beaucoup à dire, mais j'espère que dans le dialogue avec la salle, on pourra peut-être entrer plus dans le détail. Et merci de m'avoir accordé 5 minutes supplémentaires. Merci. Je pense que s'il n'y avait pas des contraintes liées à une organisation, vous aurez écouté certainement encore beaucoup plus longtemps, mais on poursuivra certainement par les questions. Un tout grand merci. Je pense que les prévisions de disparition des langages sont très impressionnantes, même si vous tempérez par la suite avec ce qui peut se passer à partir du moment où on implique plus de contributeurs, comme dans toute l'approche 2.0. Mais enfin, c'est très impressionnant. Mais je le rappelle, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à les écrire, on me les transmet. Merci. Je vais accueillir maintenant notre deuxième orateur, Monsieur Louis Pouzin. Comment le présenter simplement, peut-être, ici encore en parcourant de manière rapide la chronologie de sa carrière. Ingénieur informaticien au début des années 50, et je pense que vous vous rendez compte à quel point, effectivement, il s'agissait d'être un pionnier pour travailler dans le secteur de l'informatique dans les années 50. Il débute sa carrière chez Bull, plutôt dans la sphère de la télécommunication, téléphonie, puis, là encore, probablement fort pionnier, part au MIT, début des années 60, et travaille sur les systèmes de calcul en temps partagé. De retour en France, il rejoint l'équipe qui tente, à l'époque, de mettre en place le premier réseau d'ordinateurs pour la recherche. Tout était à inventer, en particulier dans la communication et les échanges entre ces ordinateurs. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la mise en place de ce projet, baptisé Cyclade, qu'il invente le datagramme et la communication par paquet. Sans rentrer dans des détails peut-être trop techniques,
Si l'idée de découper l'information en paquets s'imposait peut-être naturellement, c'est lui qui a eu l'idée géniale, mais très controversée à l'époque, de mettre également dans chacun de ces paquets les informations nécessaires à leur propre cheminement, ouvrant ainsi la voie à des solutions de réseau maillé et partant à l'Internet d'aujourd'hui. Wikipédia dit d'ailleurs de lui que ses travaux ont été largement utilisés par Vinton Cerf pour la mise au point de l'Internet et du protocole TCP/IP. Alors qu'aux États-Unis, à ce moment-là, se développe l'ARPANET, la France, je pense, tient la corde avec Cyclade, que Louis Pouzin dirige d'ailleurs de 1970 à 1978, pour le dire en belge, ou de 1970 à 1978, pour s'exprimer correctement en français. S'en suivra ensuite un parcours au Centre national d'études des télécommunications, devenu plus tard la branche recherche de France Télécom, dans la recherche et dans l'enseignement. Il est connu internationalement pour sa participation aux activités de normalisation internationale dans les réseaux, ainsi que pour ses nombreuses publications, souvent utilisées comme matériel d'enseignement dans les cours de réseau. Je dois bien avouer que je suis un petit peu intimidé, puisque jeune étudiant ingénieur dans les années 80, j'ai dû, et j'espère que vous m'excuserez du terme, me farcir le Pouzin, comme on l'appelait entre nous, alors ouvrage de référence sur les réseaux d'ordinateurs. Ayant pris sa retraite, si l'on peut dire encore, il y a une petite dizaine d'années, cet infatigable travailleur s'est attelé depuis à la défense du multilinguisme sur Internet et est probablement l'un des plus grands experts sur le multilinguisme dans la communauté Internet mondiale. Actuellement, directeur de projet dans Eurolink, une association pour promouvoir l'usage des langues natives dans l'Internet. Et pour introduire son exposé, je vais le citer. Lors des premières réunions de préparation du sommet mondial de la société de l'information, parler du multilinguisme dans l'Internet comme d'un besoin essentiel suscitait de la sympathie, mais rien de plus, tellement le sujet paraissait loin des préoccupations des délégations nationales. Fort heureusement, l'ambiance a changé. Nombreux sont les pays qui ont compris que leur développement économique nécessitait un Internet dans leur langue, mais comment s'y prendre? La parole est à vous. Merci. Donc on va continuer dans notre langue, c'est ça, hein? Ok. Alors je serai plutôt, je dirais pas plombier, mais je vais essayer de vous parler de la façon dont on s'y prend, bien ou mal, ou on s'y prend pas éventuellement, pour introduire la diversité linguistique qu'on appelle aussi le multilinguisme dans le monde normal, dans le monde réel. Et bon, le monde réel, ça peut être le monde familial, mais dans la pratique, c'est généralement plutôt le monde professionnel qu'on a en tête. Parce que c'est là que c'est le moins facile, en fait. En famille, on parle naturellement les langues qu'on connaît, mais quand on est dans le business, on est souvent amené à partager avec d'autres personnes des conversations dans des langues qu'on ne connaît pas. Bon. Donc c'est ça le problème. Alors, si vous avez déjà assimilé ce qu'a présenté Daniel tout à l'heure... Ne vous inquiétez pas, faites comme si j'étais pas là. Je vais vous le mettre comme ça. Ok, bon. Vous voyez que les populations asiatiques écrasent de loin les populations des autres parties du monde, bien que l'Afrique représente à peu près 1 milliard d'individus. Ce serait plutôt du 4 milliards dans les pays Quand je dis Asie, ça comprend à partir du Japon jusqu'à la Russie, quoi. Et c'est une très grande diversité linguistique, et également très riche parce qu'elle est ancienne, elle a une grande culture. Alors, ce qui veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est certainement pas ce qu'on verra dans 5 à 10 ans. Dans 5 à 10 ans, le poids lourd asiatique va être encore bien plus important que maintenant. Donc il faut déjà se projeter un petit peu dans l'avenir et savoir que tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ça ne tiendra pas la route si on le fait uniquement pour les Occidentaux. Alors, tout à l'heure, donc on me citait en disant qu'au début, quand on était dans le... Pardon, là, c'est pas le bon truc, c'est... Qu'est-ce qu'il faut appuyer? Ah oui, c'est lequel truc Top, top, top. Ça doit être celui-là, alors, non? Une flèche en bas. Voilà, ça y est. Okay. J'ai trouvé la bonne touche. Oui, donc, quand on parlait la diversité linguistique ou simplement multilinguisme dans les milieux internationaux, bon, il y avait un sourire sympathique, quoi, parce que ça paraissait pas vraiment comme une priorité, hein.
Et d'ailleurs, dans les classifications des problèmes à résoudre, le multilinguisme venait quelque part dans une petite case en bas à droite quelque part, mais ce n'était pas considéré comme essentiel. Mais après qu'on ait pas mal baratiné nos collègues d'autres pays qui ne connaissaient pas du tout l'Internet, ce n'est pas des gens idiots, donc ils ont très vite compris que dans un pays, si on n'utilise pas l'Internet dans sa langue, ça veut dire que ce sera à peu près limité dans pratique à l'élite. C'est-à-dire 5, 10, peut-être 15% de gens qui sont suffisamment entraînés avec l'anglais, qui ont les moyens aussi financiers, qui ont aussi l'agilité intellectuelle pour s'adapter à différentes catégories de mentalité, etc. Et tant qu'il y a si peu de gens qui se servent de l'Internet dans un pays, ça veut dire que la population ne suivra pas, et que donc le développement ne suivra pas. Donc c'est à peu près une suicidaire dans des pays peu développés de ne pas considérer la diversité linguistique comme une nécessité. Alors en fait, dans les pays qui n'ont pas fait cet effort, on s'aperçoit que les gens ne se servent pas beaucoup de l'Internet. Alors il y a 2 pays qui ont, eux, au contraire, qui ont bondi sur l'occasion, c'est la Chine et la Corée. La Corée parce que c'est un petit pays qui est coincé entre 2 gros, le Japon et la Chine, et leur seul espoir c'était de se différencier par une évolution technologique plus rapide. Ils ont parfaitement réussi. La Chine, c'est parce qu'ils ont décidé d'être un des grands pays du monde, qu'il l'est déjà, mais qui va continuer à l'être. Alors ils ont décollé à une allure extraordinaire. Si on va, pour les gens qui se promènent dans ces pays-là, vous trouvez des exemples d'applications que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Alors, évidemment, c'est très sympathique, mais d'un autre côté, ça crée de nouveaux besoins, ça crée une certaine difficulté pour avoir les compétences nécessaires et pour créer les outils, notamment les outils de recherche dans des langues qui ne sont pas occidentales. Bon, des outils comme Google sont assez bien équipés pour tout ce qui est langue de grande diffusion, mais quand c'est des langues plus minoritaires ou qui sont complexes, comme le chinois par exemple, eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit que les outils existants ne sont pas adéquats. Et puis la traduction, bien sûr, qui est toujours aussi très consommatrice de temps de personnes et non pas de machines. Alors, donc les réflexes, le besoin de fonctionner dans les langues naturelles est absolument évident. Mais alors maintenant, langues naturelles, très bien, mais il faut pouvoir les écrire. Alors, je prends un exemple particulier, c'est le français que vous connaissez. Alors, on se dit, il y a 26 lettres en français. Oui, il y a 26 lettres, mais il y a aussi les minuscules. Et puis, il y a aussi les accents, puis les cédilles, etc. Et puis, les ligatures, et ainsi de suite. Et puis, certains caractères particuliers, comme un tiret, etc., qui sont souvent utilisés, apostrophe. Il y a 105 caractères, mais il y a aussi nos voisins. Nos voisins, je ne parle pas de nos voisins belges, mais de nos voisins allemands, de nos voisins latins, qui ont aussi les voisins du Sud, qui ont des tas d'acrostiches diverses. Et encore, je n'ai pas mis les nordiques, parce qu'il y en a d'autres. On arrive à s'en rester. Finalement, en Europe, si on veut tenir compte de toutes les langues de l'Europe, on n'est pas très loin de 150 caractères qui sont nécessaires. Et il n'y a pas de clavier aujourd'hui qui fait 150 caractères, donc ça veut dire qu'il faut se débrouiller avec des combinaisons de frappes simultanées ou bien des changements de mode. Bon, donc déjà, au départ, c'est un peu plus compliqué, mais c'est résolu quand même. On peut dire que, comparé à la situation qu'on avait il y a 10 ans et plus, on ne savait pas vraiment introduire des caractères diacritiques, ou en tout cas, ça le faisait de manière extrêmement acrobatique. Maintenant, c'est en gros réglé. Donc ça, c'est une façade du problème qui n'est plus à prendre en compte. Mais il y a aussi ensuite les langues qui ne sont absolument pas proches des nôtres. Nous, nos langues sont basées sur du latin. Alors, vous avez aussi des langues qui sont très différentes. Vous savez bien qu'il y a l'arabe, et il y a le russe, ainsi de suite, il y a le chinois. Et ça, par exemple, vous avez une idée de ce que c'est que ces caractères là que vous avez en 3e ligne? Est-ce que c'est quoi? Du hindi? Est-ce que c'est du chinois? Du quoi? Bon, c'est du coréen, tout simplement. Maintenant, si vous lisez un truc en coréen, est-ce que vous voyez rapidement la différence qu'il y a entre le terme de gauche et le terme de droite? Vous ne voyez pas, parce que votre œil n'est pas habitué à percevoir les différences entre les caractères. Mais il faut vous dire qu'ils ont exactement le problème avec nos langues. C'est-à-dire, si vous leur mettez une liste de gens écrits en latin, en caractère latin, eh bien, ils auront beaucoup de mal à voir la différence qu'il y a entre 2 mots, parce qu'ils ne sont pas habitués à les décoder.
Donc le besoin se fait sentir d'une représentation des langues étrangères dans un pseudo-alphabet que l'on peut mémoriser. Ça ne veut peut-être rien dire du tout, mais au moins on peut le mémoriser. C'est un petit peu comme ça, comme d'ailleurs que fonctionnent les Chinois. Plutôt de taper login ou des machins comme ça, ils tapent quelque chose qui, dans leur esprit, c'est une barre, un truc carré avec un O, avec un... Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils savent que ça veut dire login pour le chinois. Donc on a les mêmes problèmes dans l'autre sens. Puis alors il y a toutes les arnaques qu'on peut faire en mélangeant les caractères de langues différentes. Par exemple, prenez BHP en bas, qu'est-ce que c'est que ce machin? Si vous avez un petit peu d'habitude du cyrillique, vous pouvez dire « Ah oui, mais ça c'est du russe. Hein. C'est le B russe avec le G russe. » Bon, très bien. Alors déjà, c'est pas autorisé dans l'Internet parce que l'ICANN qui gère l'introduction de nouvelles normes dans l'Internet considère que ça ressemble trop à Brésil. Moi, je trouve pas que ça ressemble à Brésil, mais apparemment pour un Américain, c'est très ressemblant. Bon. En plus de ça, BHP, c'est quoi? Est-ce que c'est du latin? Mais les trois caractères BHP pourraient être aussi bien grec ou russe, ou évidemment bulgare, parce que le bulgare est très voisin du russe. Ce qui fait que la visibilité des caractères, quand on introduit toutes sortes de langues, devient extrêmement confus. Il faudrait un contexte pour savoir dans quelle langue on se trouve. Hein. Et malheureusement, avec Unicode, ce n'est pas le cas, parce qu'on a supprimé les étiquettes de langue. Donc ça devient un problème de plus. Bon. Voilà. Alors justement, j'ai dit un mot sur Unicode. Alors ça, c'est une norme qui a été introduite il n'y a pas tellement d'années, il y a 10-15 ans à peu près. Elle était destinée à devenir un codage de caractères universel pour toutes les langues du monde. Bon, alors, comme on l'a entendu tout à l'heure, les langues du monde, il y en a plus de 6000, et il y en a peut-être quelques centaines qui sont alphabétisées. Ça veut dire que déjà, ça exclut toutes celles qui sont orales. Alors, c'est pas très malin, d'une part. D'autre part, c'est pas fait encore. Aujourd'hui, il y a guère plus d'une 15 à 20 langues qui ont été unicodisées. Les autres ont souvent d'ailleurs des alphabets qui ont été préétablis. Une partie du temps, c'était les missionnaires de divers pays colonisateurs qui ont alphabétisé les langues. Dans d'autres cas, c'était des caractères, des écritures bien plus anciennes que les nôtres d'ailleurs. Dans le Moyen-Orient et dans l'Asie, les langues existantes sont antérieures aux nôtres. Et leurs caractères ont évolué avec le temps. Puis par exemple, dans des pays comme l'ancien empire soviétique, ils ont, pour la même langue, ils peuvent avoir 3 façons de l'écrire. Une dans un caractère traditionnel, une autre qui a été modernisée, puis une troisième en cyrillique parce que ça a été imposé par les Russes. Donc ça ne facilite pas non plus les choses. Quand on essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire exactement, un ordinateur a beaucoup de mal à comprendre. Hein. Alors maintenant, si vous regardez le consortium Unicode qui définit de toutes ces façons de coder l'ensemble des langues dans les ordinateurs, vous voyez que le board, disons les administrateurs de consortium Unicode, il y a un japonais. Tous les autres, ce sont des sociétés américaines. Je dirais qu'ils ne sont pas spécialement compétents pour s'occuper de langue. Hein. Donc il y a visiblement là aussi un problème politique, c'est que ce serait plutôt aux gens qui parlent les langues de s'en occuper. Alors ensuite, dans cet ensemble assez contraint, parce que l'ICANN est très contraignante pour l'accepter des noms de domaine dans des langues étrangères, il faut dire qu'ils ont vraiment freiné des cas de fer pendant au moins 10 ans pour empêcher qu'on introduise autre chose que l'anglais. Finalement, ils n'ont pas pu résister à la pression d'une grande partie des non-anglophones. Mais il y a aussi, on pourrait dire, les contrebandiers. Quand je dis contrebandiers, ça n'a rien de péjoratif. Hein. C'est-à-dire des gens qui disent il y en a marre avec ces histoires de l'ICANN, nous on fait notre truc. Hein. Par exemple, vous voyez http://gov.wa, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le portail de l'Arménie occidentale, Western Armenia. Western Armenia n'existe pas dans l'Internet. Elle n'existe pas dans l'Internet de l'ICANN, je devrais dire. Il existe dans l'Internet, mais pas celui de l'ICANN. Parce que d'abord, Western Armenia n'est pas un pays qui est déclaré par les Nations Unies. En plus de ça, son territoire fait partie de la Turquie. Donc la Turquie serait résolument opposée à ce qu'on déclare l'Arménie de l'Ouest comme étant un pays. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir un site sans que nécessairement l'ICANN ait à voir à ça. Maintenant, par exemple, vous voyez un autre truc aussi. Le
le bulgare, le bégué cyrillique n'est pas autorisé par l'ICANN à l'heure actuelle. Ça n'empêche pas qu'il y ait un site bulgare qui vous donne tout ça en cyrillique. Autrement dit, plus on met de contraintes, plus on crée le besoin d'échapper à ces contraintes et de contourner les obligations, et on pourrait dire de se libérer, c'est-à-dire de faire son propre Internet. Alors ça, c'est quelque chose qui, évidemment, aura des conséquences à long terme, parce que plus ça se développe, plus ça s'ancre dans les habitudes. Et c'est certain que pour un Bulgare, c'est plus facile de regarder ça que de regarder un truc qui est moitié anglais, moitié allemand, moitié russe, etc. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, l'Internet n'a pas tout à fait évolué comme les pionniers le pensaient. Pendant une dizaine d'années, même plus ça, en gros entre 1975 et 1990 à peu près, l'Internet était un truc de programmeurs, de geeks, enfin disons de gens qui savaient se servir d'ordinateur, taper des commandes, un truc comme ça. Et ils savaient très bien servir de l'Internet de manière un petit peu artisanale peut-être, mais de façon qui utilisait au mieux les capacités de l'Internet. Alors depuis, le commerce envahit l'Internet, et finalement c'est redevenu un peu comme le Minitel d'autrefois. C'est-à-dire que au lieu d'avoir toutes sortes d'applications qui échangent les unes avec les autres, de pair à pair, c'est-à-dire de personne à personne, en fait, il y a des data centers, maintenant des espèces d'énormes centres informatiques auxquels on se connecte exactement comme on se connectait autrefois en Minitel. Sauf que c'est plus marrant, il y a des images, c'est interactif, il y a plein de choses rigolotes, mais il n'empêche que du point de vue conceptuel, ça n'a pas tellement bougé. Alors, je cite les principaux poids lourds. Bon, l'ICANN, c'est simplement un organisme qui fait de la gouvernance Internet, mais qui se sucre aussi avec les noms de domaine. Alors, il y a aussi les Chinois qui vont devenir de plus en plus pesants dans le monde, simplement par la masse de leur population. Et puis, il y en aura d'autres, sans doute. Alors le problème avec cette structure, c'est que ce sont des organismes extrêmement puissants, qui ont des gens extrêmement pointus, professionnellement, qui ont un sens du marketing fantastique, et qui sont beaucoup plus puissants que la plupart des États. Je dirais même que dans une certaine mesure, ils sont plus puissants que le gouvernement américain. Alors ça veut dire que si on laisse les choses se faire, on va vers un monde très totalitaire. Très totalitaire parce qu'il n'y aura plus de contrepartie. Il n'y a aucune juridiction qui peut les arrêter, il n'y a aucun capital qui peut les arrêter. Alors peut-être que, comme tous les grands prédateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'arrêter d'eux-mêmes dans la mesure où ils vont se bouffer le nez, parce qu'ils sont tous concurrents les uns avec les autres, et ils sont généralement peu compatibles, sinon complètement fermés les uns aux autres. Donc ça limite à la fois leur développement, mais ça ne les rend pas moins agressifs, au contraire. Donc on pourrait dire que l'utilisateur là-dedans devient le petit mouton qui se fait tendre la laine sur le dos sans pouvoir agir sur l'état du monde. Alors qu'est-ce qui va se produire? On ne sait pas trop encore. Alors peut-être que les langues natives vont peut-être être je dirais pas le poison, mais enfin disons le catalyseur qui va amener un contrepoids à la fois politique, culturel et on pourrait dire social, sociologique, à l'influence des poids lourds, parce que les gens ont besoin de se parler, donc ils vont développer de plus en plus de l'interprétariat, des technologies adaptées à différents langages, comme par exemple les technologies de visualisation, les technologies orales, et puis faire des moteurs des moteurs de recherche qui peuvent travailler en toutes sortes de langues. Et plus il y a de diversité dans l'Internet, plus il y a de pouvoir. Chaque fois qu'on introduit une langue qui acquiert une certaine influence, alors je prends le chinois parce que c'est extrêmement flagrant. Bon, ce qui fait l'influence du chinois, c'est son poids, c'est le nombre de ses utilisateurs, et aussi sa détermination à conserver le chinois, qui n'est pas pratique du tout, mais ils y tiennent. Ils ont même deux chinois. Ils ont le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Simplement parce qu'ils estiment que le traditionnel, c'est leur culture, et donc il est hors de question de l'abandonner. Alors tout ça, en fait, ça entretient en sous-jacent une capacité, je dirais pas de révolution, mais une capacité de renversement de tendance, qui peut-être ne se fera pas de manière spectaculaire. Il n'y aura pas de révolution ni de tête coupée, mais il y aura probablement petit à petit
une sorte de sape des puissants de l'heure actuelle pour, je ne dirais pas les détériorer, mais enfin les obliger à se diversifier et du même coup perdre une partie de leur capacité totalitaire. Alors il y a un domaine particulier sur lequel j'insiste parce qu'il me semble qu'il est relativement facile à mettre en œuvre et d'autre part correspond à des besoins immédiats, donc peu contestables au plan économique. C'est la terminologie. Aujourd'hui, le commerce nécessite que différents pays, différentes populations échangent quelque chose, notamment par l'écrit, par l'oral. Et là-dedans, il y a des cahiers des charges, il y a des factures, il y a des bons de commande, il y a des délais, etc. Et la mondialisation fait que fatalement on devient multilingue. On veut dire, mais ce sera toujours l'anglais qui va dominer. Pas question. Dans la partie asiatique, ce sera peut-être le cyrillique qui va dominer. Parce que c'est aussi une langue véhiculaire qui en fait est pratiquée pour les gens qui sont du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, etc. Leur anglais, c'est le russe. Hein. Et puis pour la partie asiatique, leur anglais, ça sera le chinois, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on aura de plus en plus besoin de fabriquer des documents, ou en tout cas des moyens de conversation, des moyens d'échange qui sont dans des langues un petit peu formalisées, qui correspondent au langage de métier. Alors certains métiers sont déjà organisés, par exemple l'automobile, la télécom, tout ça, ils ont déjà leur vocabulaire. C'est déjà dans les bouquins, bon, ça veut dire qu'on peut s'y adapter, mais ça n'est pas vrai pour tout. Les domaines qui sont, que j'appelle transversaux, c'est-à-dire ceux qui trempent dans tous les domaines, c'est la finance, le transport, le tourisme, les médias. Alors ça, si on est quand même obligé de passer des commandes à des hôtels ou à des loueurs de voitures, ou bien à une banque, et de ce fait, on n'a pas de terminologie universelle là-dedans. Donc on est obligé, à ce moment-là, d'en développer. Alors c'est faisable, mais comment s'y prendre, n'est-ce pas? Par où commencer? Mais là-dedans, il faut être extrêmement opportuniste. Si on veut faire une terminologie universelle de tout, on n'est pas prêt d'y arriver. Et d'autant plus qu'elle évolue avec le temps. Ça veut dire qu'au moment où on sera prêt, elle aura déjà disparu. Donc je crois qu'il faut saisir des occasions concrètes. Par exemple, si dans un pays on construit un aéroport, ça veut dire qu'il y aura des quantités de sous-traitants ou de sociétés diverses, de pays divers qui vont venir travailler sur cet aéroport. Ben, c'est l'occasion de développer une terminologie à l'ensemble des gens qui travaillent sur le sujet. Pareil pour une raffinerie de pétrole, centrale électrique, construire les autoroutes, n'importe quoi. Construire un pont de 3 km de long. Ben. Alors, ou bien une autre raison possible, c'est parce que le pays considère que c'est une priorité stratégique. Par exemple, il y a des pays qui vivent du tourisme. Le tourisme, c'est, mettons, 60-80% de leurs revenus. Donc là, il est absolument nécessaire de pouvoir faire de marketing, avoir des clients d'un peu partout dans le monde, et ça les oblige à développer aussi une terminologie qui généralement sera plus ou moins imposée par leurs clients, mais au moins ils l'apprendront dans leur pays. Ils n'en auront peut-être pas des dizaines à apprendre, mais ils auront vraisemblablement 4 ou 5 terminologies au maximum, suivant les pays industrialisés avec qui ils auront affaire. Ce serait le cas, par exemple, aussi pour les chemins de fer, pour les matériels militaires. Alors, il y a aussi dans le domaine social, technique, bon, j'insiste pas, c'est assez évident à comprendre. Hein. Alors, bien entendu, il faut se fixer les objectifs, parce que si on dit on va faire de la terminologie, puis voilà, tous les mois on se réunit, on est content de se voir, on cherche quelques définitions, puis on continue. Mais il faut avoir les objectifs si on veut réussir. Hein. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouvera pas. Donc, par exemple, on peut se définir l'objectif de définir 500 à 2000 termes en 2 ans. Ça me paraît extrêmement raisonnable, dans n'importe quel domaine. Et puis, bien entendu, pour que ça soit facile à faire, il faut y accéder par Internet, parce que tout le monde puisse travailler dessus chez soi, si possible, ou en tout cas échanger avec d'autres équipes ailleurs. Et puis, il faut aussi, bien entendu, pouvoir sortir avoir des sorties de ces systèmes. Quand on veut, par exemple, avoir une définition d'un terme, ben, on ne va pas attendre 24 heures, ou 48 heures, même 10 minutes. On voudrait tout de suite, parce qu'on est en train de rédiger un document. Ah, il y a un terme qui me manque, je me souviens plus. Là, bon, hop, vite. Le téléphone, ou bien le SMS, ou quelque chose comme ça, qui permet de vous renseigner, pour dire dans les 30 secondes, ou presque.
Alors donc ça paraît un outil peut-être évident, mais il faut penser qu'il est indispensable. Et puis les moteurs de recherche, évidemment, pour trouver qu'est-ce qui peut bien être l'équivalent dans une langue que je connais mal, d'une expression que je connais bien dans ma langue, et vice-versa. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce contrat, ce truc-là? Bon. Alors bon, il y a des tas d'exemples de ce sorte. Par exemple, le ministère des Finances en France a toute une espèce d'escouade de terminologues qui mettent en place des séminaires de formation pour dire les étudiants de divers pays qui souvent ont été connectés à la France dans le passé, mais c'est pas du tout limité à cela. Hein. Et je pense que beaucoup de pays le font ou devraient le faire. Alors une chose ici qui est bien souvent extrêmement utile, c'est que vous pouvez raconter une page complète sur un objet, par exemple, sans que votre interlocuteur sache vraiment ce que ça veut dire. Simplement parce que si vous lui montrez l'objet, alors il l'a tout de suite compris. Hein. Si c'est par exemple un carburateur, hein, alors vous pouvez décrire un carburateur avec des tas de lignes, parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire carburateur dans sa langue. Mais si vous lui montrez un carburateur, là ça il va te comprendre tout de suite. Donc la terminologie, ça devrait aussi comprendre des images, parce que c'est beaucoup plus facile à saisir. Alors pour les pays développés et pour les pays en voie de développement, je dirais que c'est une opportunité commune, parce qu'ils ont tous ces deux catégories de pays ont extrêmement intérêt à travailler en commun pour mettre en place des terminologies utiles dans le business, puis utiles évidemment aussi en social, en santé, en tout ce que vous voulez. Mais ça commence généralement par le business, parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Par exemple, les pièces de rechange. C'est pas n'importe quelle pièce. Elle a un numéro peut-être, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça, c'est des choses qui sont bien entendu nécessaires pour des professionnels, factures, etc. Bon, toutes ces choses-là, c'est clair qu'on a besoin de les formaliser, de les écrire, de les rendre disponibles dans les langues des clients. Avec qui peut-on faire des comités de terminologie? Ben, avec des retraités. Les retraités, les jeunes, ils n'ont pas le temps, puis ça ne les intéresse pas. Si on prend des sociétés de services, c'est pas leur métier, ils vont faire n'importe quoi. Mais prenez des retraités, parce qu'ils ne savent pas très bien quoi faire dans leur vie. Enfin, disons de leur vie être retraités, ils peuvent aller à la pêche, bien sûr. Mais souvent, ils ont envie de rester dans leur domaine professionnel. Là, ils retrouvent leurs copains. Et puis, en plus, ils en trouvent d'autres, parce que dans ces comités, ils vont pouvoir communiquer avec d'autres au plan mondial. Et puis, ils sont vraiment, en général, assez mordus. Ils sont pas chers, en plus, puis ils ont déjà une retraite. Hein. On peut les faire voyager un peu pour leur faire plaisir. Donc, c'est une population extrêmement disponible. D'accord, ok. Alors, ça, c'est... Alors, bien entendu, ceux qui profitent directement ensuite des facilités d'échange, facilités du commerce, c'est comme, par exemple, les chambres de commerce, les sociétés qui font du tourisme, par exemple. S'il y a du commerce, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se déplacer, ils vont aller dans les restaurants, dans les hôtels, prendre l'avion, etc. Donc toutes ces sociétés sont directement intéressées à ce qu'il y ait plus de commerce. Donc ils devraient aussi participer à la réalisation de lexique terminologique. Et bien entendu, les institutions officielles, parce que ça donne un sérieux à la chose, quoi. Ça les couvre, ça montre que c'est sérieux. Voilà. Ah bien sûr, il faut partager. Il faut partager, pourquoi? Parce que si on garde ces trucs pour soi-même, c'est bien sympathique, mais ça n'ira pas très loin. Parce que on n'aura probablement pas toute la population nécessaire pour faire les lexiques. Souvent, on peut emprunter à des lexiques voisins. Par exemple, dans le domaine des langues latines, il y a énormément de choses qui se ressemblent. C'est peut-être pas écrit tout à fait pareil. Il y a aussi des faux amis qui veulent dire le contraire de ce qu'ils disaient dans l'autre langue, mais c'est pas le plus nombreux. C'est-à-dire qu'il y a énormément à emprunter. Et je sais que c'est pareil dans d'autres langues. C'est ce que m'a dit un linguiste indien. Il m'a dit qu'il y a au moins 4 ou 5 langues dominantes en Inde où les mots se ressemblent énormément. Donc en fait, quand on échange, on gagne du temps. Ensuite, il faut rester en contact avec les organismes officiels de normalisation, parce que souvent, ça c'est des professionnels qui sont très doués pour normaliser, c'est-à-dire les réunions internationales, les discussions, les échanges, les compromis, les versions, les corrections, etc. Mais ils ne sont pas sur le terrain. Ça veut dire qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se pratique dans la réalité. Donc il faut aller les chercher, leur tirer par le pantalon ou par la manche, peu importe, mais il faut les faire participer un petit peu, leur montrer ce qui se passe dans la réalité et leur proposer des mots, leur proposer des choses à normaliser et même éventuellement des néologismes. Par exemple, logiciel.
ça a bien été proposé par un ingénieur informatique. Il s'appelle Philippe Renard, c'est un Français, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu d'initiative dans ce domaine. Bon, j'en ai presque fini. Hein. Top. Enfin, il faut bien se dire aussi que du point de vue économique, accéder à d'autres langues, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose, parce que je dirais que la règle d'or là-dedans, c'est de pouvoir, dans sa langue, faire des recherches dans une langue qu'on ne connaît pas, découvrir qu'il y a des informations qui nous intéressent et obtenir des extraits de ces informations ou des traductions dans sa propre langue, on va dire un aller-retour, avec passage par une autre langue intermédiaire. Alors ça, il faut des outils, bien sûr. Bon, je les liste là-dessus. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ces outils, c'est pas gratuit, c'est quand même assez pointu. Il faut les maintenir, il faut les promouvoir. C'est pas toujours simple à utiliser, notamment les ontologies, par exemple. Et si on reste dans son coin, ça veut dire que la valeur économique de lexique terminologique, ou bien même de la langue dont on se sert, sa valeur économique va diminuer. Et son coût va augmenter, parce que plus le temps passe, plus la maintenance de ces bases vont devenir plus chères. Il faut les maintenir en permanence. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'y aura plus les crédits. Donc la seule façon de les valoriser, c'est de trouver un moyen que ces informations soient utilisables dans d'autres langues, et vice-versa. Et autrement dit, ça se fait pas par hasard au dernier moment. Ça veut dire que dès la conception du système, il faut que l'échange avec tous les outils d'adaptation, de traduction, soit prévu dans le système. Merci de votre attention. Merci à vous. Je n'avais pas tout à fait la perception qu'il y avait autant de politique sous-jacent à des questions de langue, comme vous l'avez montré, par exemple, en termes même de nom de domaine, de qui les autorise, qu'est-ce qui te... Donc effectivement, et je note certainement vos propositions pour les retraités, dont le stock ne va aller que grandissant, donc certainement... peut-être, oui, merci Delphine, peut-être Daniel, tu pourrais rejoindre l'estrade avec quelques questions peut-être, mais d'abord peut-être une première qui me brûle les lèvres, Monsieur Pouzin, c'est de savoir comment, après un parcours d'une trentaine ou plus d'années plutôt vraiment sur les projets, sur les technologies, etc., qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressez maintenant ou que vous vous préoccupez des aspects d'utilisation, des aspects d'usage, des aspects de langue peut-être, qui sont moins technologiques, même si la technologie est sous-jacente? Qu'est-ce qui a fait ce basculement? C'est l'âge. En fait, objectivement, dans l'informatique, si vous avez une gueule de vieux, vous n'êtes pas crédible techniquement. Donc il faut trouver autre chose. Moi, personnellement, je trouve que vous êtes encore très crédible, mais oui. Bon, une deuxième raison, c'est que de toute façon, au bout d'un certain nombre d'années de technique, vous dites, bon, c'est un peu toujours pareil, hein. On invente des trucs, on les fait marcher, on en refait un autre. Bon, c'est marrant, mais c'est un peu comme les chevaux de bois, quoi. Hein. Donc, passer à des thèmes qui ont un plus grand contenu sociologique, c'est plus intéressant. C'est aussi plus difficile. Mais comme de toute façon on est vieux, on sait bien qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Hein. Donc on fera son petit morceau de chemin, puis on donnera l'exemple pour ce que l'autre continue. Puis en fin de compte, pour dire, il y a aussi une certaine, je dirais pas hostilité, mais une certaine quand même agacement vis-à-vis de l'abus de pouvoir ou l'abus de dominance qui résulte de certaines structures actuelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient linguistiques. Donc il y a un moment ou l'autre, on se dit, mais il y en a marre, hein, il faudrait quand même réagir à ce truc-là. Donc attaquer sur un terrain où justement ils ne sont pas très compétents. Hein. Oui, je crois que vous essayez tout de suite sur une des questions que j'avais notées, c'est, pour paraphraser le titre de ce film, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Enfin, on est dans un quotidien qui est effectivement aujourd'hui totalement transformé ou en tout cas impacté par la technologie de l'information, et je me posais la question de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige ça, ou est-ce que c'est une espèce d'évolution naturelle et spontanée, ou pas si naturelle que ça, et peut-être pas si spontanée que ça? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Si on veut mettre un pilote dans l'avion, il faut que ce soit un pilote qui soit bien financé, qui ait on va dire, des soutiens politiques très importants,
Par exemple, c'est ce que faisait l'Union soviétique avec la langue russe quand ils étaient un empire. Hein. C'est ce qu'a fait Franco en Espagne, qui a interdit le catalan, ainsi de suite. Bon, ça s'est fait. Ça peut se faire encore. Mais ça va pas très loin. Là, on est dans l'approche dictatoriale. On n'est pas tellement dans le participatif. On n'est plus très des zéros, là. Il y a un moment où la population refuse. Il y a un moment où la population acquiert les capacités financières, linguistiques et, on pourrait dire, politiques de renverser la vapeur. Et ça se passe d'autant mieux qu'on leur a déjà injecté la dialectique, comment s'y prendre, etc. C'est un peu le rôle de la mouche du coche. Hein. C'est pas de faire avancer le coche, mais c'est de donner aux chevaux l'idée d'aller. Hein. Oui. Bon. Oui. Donc c'est le truc. Hein. Oui. C'est de créer la masse de gens qui font pousser la machine. Hein. Oui. Peut-être une question pour M. Prado. Et souvent, dans les 20 dernières années, Internet a plutôt servi de reflet de la société. Et donc la question qui se pose, c'est que est-ce que cet appauvrissement, vous avez évoqué le nombre de langues qui sont peut-être amenées à disparaître, est-ce que cet appauvrissement se passe dans la vie réelle? Est-ce qu'il est dû à Internet? Est-ce qu'il est accéléré par les technologies de l'information? Ou est-ce que on peut espérer, à l'inverse, que la technologie apporte ou crée de nouvelles choses? Bon, un petit peu comme je le disais, il y a une accélération dans la mort ou dans la présupposée mort des langues à cause de la mondialisation, mais c'est pas seulement Internet, c'est le fait aussi de l'émigration, de l'urbanisation, je le disais, des médias, du tourisme et d'autres aspects. Et donc, parce que le problème, c'est que pendant que les langues étaient isolées, chacune dans son coin, et que ça servait dans la vie du village, ben, ça allait. Mais du moment où ces gens du village vont dans la ville, ben, ils entrent en concurrence avec une langue qui est beaucoup plus puissante, qui est beaucoup mieux outillée, etc. Et donc forcément, ces phénomènes fait que les langues meurent. Pour l'Internet, c'est un peu pareil. Quand je vois, et j'accède, comme disait l'enquête d'Eurobaromètre, quand j'accède à l'Internet, que je vois que ma langue ne me permet pas d'accéder à l'information, qu'est-ce que je fais? Je passe à une autre langue. Et forcément, je vais dire, ma langue n'a pas beaucoup de valeur, donc je préfère cette autre langue, mes enfants vont apprendre cette langue, etc. Donc, dans cette concurrence des langues, forcément, vous parliez au début, est-ce qu'il y a une guerre? Ben, la guerre des langues a toujours existé, hein, c'est pas nouveau, hein, depuis que les langues existent, il y a eu guerre des langues. C'est pas que Internet a accéléré, qui a provoqué la guerre des langues, mais Internet l'accélère d'une certaine manière. Mais ceci étant dit, vous parlez on parle d'opportunité, c'est un enjeu, mais c'est aussi une opportunité. Comme on le disait, Internet, c'est une voie facile, beaucoup plus facile que d'éditer un livre. C'est beaucoup plus facile que de créer une radio, c'est beaucoup plus facile que de créer une télévision, c'est beaucoup plus facile que de créer une loi officialisant une langue. Donc forcément, à Internet, je peux m'exprimer si j'ai les conditions techniques, bien entendu, et si je suis alphabétisé numériquement pour pouvoir le faire, mais je peux m'exprimer. Et bien sûr, si cette langue est codée pour qu'elle soit... Bon, il y a beaucoup de bien sûr, si. Hein, mais comme je dis toujours, du moment où il y a la volonté d'un peuple de vouloir revitaliser ou donner de la force à cette langue, Internet est la meilleure manière que nous connaissions à l'heure actuelle pour pouvoir le faire. Oui. Mais donc, les freins, il y en a toujours, mais les freins ne sont pas tellement technologiques. J'ai entendu beaucoup. Mais c'est sur les locuteurs, c'est sur. Oui. Alors, j'ai entendu beaucoup de. Enfin, je suis pas moi-même, je viens pas du monde technologique. Comme vous l'avez compris, je viens du monde de la gestion des langues. Et on en parlait dans le train avec lui justement de cet aspect. Il y en a qui disent que nous avons toutes les compétences technologiques ou techniques pour que les langues soient disponibles. Bon, on sait faire. Voilà, on sait faire. De là à ce qu'on puisse le faire, qu'on puisse effectivement arriver à ce que toutes les langues puissent avoir les conditions, c'est une question, comme je disais, des volontés, mais volontés qui impliquent avoir les financements, avoir l'équipe pour faire ceci, avoir ensuite toute la motivation et l'apprentissage de faire. N'oublions pas qu'il y a 6800 langues, plus de 6800 langues qui ne sont pas représentées dans l'Internet et qui ne peuvent pas être à l'heure actuelle, sauf
à filmer, comme le fait par exemple un des auteurs, il parle beaucoup de filmer des contes oraux, des traditions populaires, etc. Effectivement, on peut avoir une langue dans l'Internet, dans YouTube ou autre, parce qu'on a l'image, on a l'écoute, etc. Mais bon, ça implique des financements, etc. Oui, vous rebondissez tout de suite sur la question quelque part suivante, c'est que effectivement on a beaucoup parlé alors de l'internet ou du web, enfin le contenu textuel essentiellement en transcription de langue écrite. Maintenant c'était une des questions dans la salle et quelque part elle est liée aussi. On sait on voit les choses évoluer avec un internet dans lequel la vidéo, l'image prend une place en termes de bande passante, en termes de poids de plus en plus important. Alors ici c'est une question très spécifique sur la langue des signes, par exemple, mais qui, de manière plus générale, effectivement, se pose pour toutes les langues qui ne sont pas écrites. Donc, effectivement, a-t-on une idée de l'importance des contenus? D'ailleurs, y a-t-il des contenus proposés en langue des signes sur et avec Internet? Alors récemment, je connais pas bien les implications. J'ai vu par l'article que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je ne voudrais pas parler au nom des personnes qui ont écrit cet article assez intéressant. Mais j'ai vu de propositions effectivement d'une représentation par des idéogrammes, on va dire, justement en imitant les mouvements. Certains disent que ça peut pas réussir. Bon, je suis pas un expert pour pouvoir dire ça peut ou pas. Je crois que tout ça c'est en chemin. D'autant plus qu'il n'y a pas qu'une langue des signes. Hein. Il y a plusieurs langues des signes. Donc, je ne pourrais pas me prononcer, effectivement. Je vous invite à lire cet article et à échanger avec les personnes qui l'ont écrit pour pouvoir, effectivement, savoir ce qui peut se passer. Je vais rappeler peut-être qu'effectivement, on peut télécharger. L'adresse, c'est net-lang.net. Et donc, effectivement, on peut downloader le livre. C'est une question, peut-être pour vous deux, de manière générale, et qui pose la question, quelque part, le Web 2.0 fait apparaître quelque part davantage de diversité culturelle, puisqu'il y a une réappropriation par un plus grand nombre, peut-être, d'émetteurs de contenu, et quelque part qui peut amener à ressouligner des frontières. Peut-on dire que le Web 2.0 rendrait peut-être plus difficile la compréhension et la culture par la réémergence d'autant de langues ou d'autant de locuteurs? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça recrée des frontières ou est-ce que ça... Je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, j'aurais le premier réflexe, comme je l'ai dit, et puis Mien t'a dit qu'on constate avec Internet qu'il y a une frontière des langues. Alors, moi, je vais reprendre un des auteurs me disait l'autre fois dans une émission de radio qu'avant, quand il y avait les élites qui voyageaient, qui échangeaient en sciences, etc., enfin, eux qui pouvaient effectivement échanger avec le reste du monde, ces gens se déplaçaient et parlaient en anglais, formalisaient tout en anglais, échangeaient scientifiquement en anglais. Alors on se disait, l'anglais est la lingua franca. On faisait du tourisme, on va à un hôtel, on vous répond « how are you », etc., etc. Donc la lingua franca était, bon, oui, la lingua franca. Aujourd'hui, Internet nous montre que non. Que maintenant, comme c'est démocratisé, c'est un outil démocratique, je n'ai pas besoin de voyager, je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir, je n'ai pas besoin d'être un grand scientifique. Et aujourd'hui, on constate effectivement que finalement, il y a une quantité énorme de différentes cultures qui s'expriment dans le monde et qui ne échangent pas nécessairement entre elles. Donc on voit effectivement la frontière des langues. En même temps, on découvre qu'il y a un monde multilingue. Avant, on pensait que chaque nation avait une langue et basta, c'est tout. Maintenant, on découvre qu'effectivement, il y a une mosaïque impressionnante. Donc, il y a un excellent article de comment une communauté du Cameroun utilise Facebook. Il y a un autre article aussi assez intéressant sur le printemps arabe, comme je le disais. Je pense qu'au contraire, le Facebook, le YouTube, tous les outils que nous avons, le Web 2 à l'heure actuelle, favorisent tout d'abord cette nécessité de s'exprimer dans un contexte informel, toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On se manifeste dans sa propre langue. Et après, quand on va exprimer des choses beaucoup plus formelles, on va faire de la science, on va utiliser peut-être la langue que nous avons appris à l'université, etc., etc. Donc, je pense que ça favorise beaucoup le multilinguisme et ça favorise aussi le fait d'être fier de sa propre langue, de sa propre identité et de manifester sa culture à tout moment.
Je voulais dire un petit truc, je crois que c'est vrai qu'il ne faut pas rêver. Hein. La langue, ça sera toujours un obstacle majeur dans les relations entre les hommes et entre les femmes aussi d'ailleurs, bien sûr. Et entre hommes et femmes. En soi, c'est un obstacle qu'on ne va pas supprimer. Simplement, on essaye de le réduire. Hein. Un petit peu comme les maladies. Hein. Il y a une époque, on ne savait pas soigner. Bon, maintenant, on sait soigner. Mais on ne soigne pas tout. Hein. Il y a quand même des gens qui meurent, hein, ou qui sont handicapés, tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que faire en sorte qu'on se comprenne mieux, ça ne sera jamais absolu ni universel. Mais je crois que de toute façon, quand on débarque en Chine avec un chauffeur de taxi, il n'y a rien à faire. Hein, et on ne pourra pas comprendre. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous a écrit dessus que l'endroit où vous voulez aller. Mais si par contre vous avez des relations relativement périodiques, habituelles avec d'autres gens, je pense qu'il est possible, avec un certain nombre d'outils, de faciliter la compréhension, ce qu'on appelle aussi l'intercompréhension, et plus rapidement d'acquérir un certain niveau d'échange qui n'est peut-être pas très intime, qui n'est peut-être pas très poussé au plan culturel, ni au plan, on pourrait dire, de la finesse, on pourrait dire une finesse littéraire, mais pour beaucoup de choses pratiques, ça peut être très suffisant. Hein. Donc, ça crée en même temps, on pourrait dire, une espèce d'habitude. Si par exemple, regardez les Africains, ils ont tous 2 ou 3 langues au moins qu'ils acquièrent dès l'enfance parce qu'ils sont mélangés. Il y a des langues véhiculaires, d'autres qui sont locales. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Ils ont toujours reconnu ça, donc ça devient naturel. Alors, ce qui n'est pas naturel dans un pays comme la France, c'est qu'on a toujours entendu parler français, donc apprendre une autre langue, c'est un effort important. Maintenant, pour un Hongrois ou pour un Danois, parler une autre langue, c'est facile parce qu'il a vécu dans une ambiance multilingue. Avec l'allemand, le russe, tout ce qu'on veut. Mais donc, la langue unique, universelle, on ne va pas prendre l'espéranto, ou en tout cas 4 ou 5 langues, que ça se réduise de 6800 à 4 ou 5, puis peut-être à 2 ou 3, c'est pas la bonne approche. Par contre, que le côté polyglotte, le côté apprendre plusieurs langues, et que chacun, à ce moment-là, ça créera suffisamment de passerelles pour que tout le monde puisse se comprendre. Enfin, il y a des multiglottes. Hein. Il y a les interprètes, par exemple, disent bon, dans 2 ou 3 semaines, je saurai telle langue, parce que bon, oui, c'est une mécanique qu'ils ont développée. On ne peut pas imaginer que tout le monde aura cette mécanique dans la tête. Non. Mais il est certain que pratiquer une 2e langue, ça permet plus facilement d'en apprendre une 3e, et ainsi de suite. Hein. Donc, on va dire les pays anglo-saxons pourraient être handicapés. Il n'y a pas que les Français qui sont unilingues. Comme vous l'avez évoqué, les pays anglo-saxons pourraient être handicapés par le fait d'avoir été la langue en usage et compris partout, sauf que le monde change et que c'est plus le cas. Excusez-moi de revenir. C'est ce qui est arrivé aux Français. C'est ce qui est arrivé aux Français, tout à fait. Oui, oui, je vous en prie. Excusez-moi de revenir sur le bouquin toujours, mais il y a Ustinov qui en parle beaucoup. Ustinov qui est un angliciste et qui parle beaucoup des préoccupations effectivement des Anglais et je l'avais dit des États-Unis aussi concernant cette manque de compétitivité et que non, ils sont aussi préoccupés par d'autres raisons aussi. L'émergence du globish qui n'est pas l'anglais vraiment et donc qui est en train de polluer la langue anglaise aussi, mais il y a beaucoup de préoccupations à ce niveau et le British Council qui est censé défendre la langue anglaise maintenant a des vues aussi pour essayer de rendre les anglophones plus compétitifs. Et aussi aux États-Unis, il y a des initiatives aussi pour essayer de rendre plurilingues notamment les scientifiques parce qu'on perd beaucoup d'informations scientifiques notamment qui n'est pas exprimée, comme je le disais, en langue anglaise effectivement et que d'autres ont accès à cette information tandis que les anglophones ont un peu moins d'accès. Oui, parce que par rapport à une approche multilingue, par exemple si on prend le domaine des mathématiques, s'il n'y avait pas eu la formalisation algébrique, etc., qui fait que il n'y aurait pas eu la possibilité de créer tout cet ensemble complexe aujourd'hui et qui a pu parce qu'universel ou presque universel, effectivement, faire avancer les mathématiques et tout ce qu'on en a fait dans la physique. Donc, il y a aussi des avantages à ce que tout le monde parle la même chose. Non c'est peut-être une des dernières questions, parce qu'effectivement le temps avance. J'avais envie de dire, on protège les espèces en voie de disparition.
que fait-on pour les langues? Est-ce qu'il y a un WWF pour les langues? Et que peut-on faire que, d'un point de vue institution, et peut-être chacun de nous, en termes de... Il n'y en a pas que la responsabilité collective ou sociétale, il y a aussi la responsabilité individuelle. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que des gens se préoccupent? Est-ce que quelque chose est en place? En principe, il y a des institutions qui font des choses. Bon, c'est très bien que l'UNESCO fait une veille sur les dangers, les langues en danger. Il y a un très beau site concernant l'évolution. Il y a beaucoup d'autres. Il y a LinguaPax. Bon, il y a le Conseil de l'Europe en Europe qui a fait une proposition concernant les langues régionales en Europe. Il y a l'Académie africaine des langues au Mali qui essaie maintenant depuis quelques années de renforcer un petit peu l'enseignement en langue maternelle des langues africaines. Il y a beaucoup d'institutions. Les moyens manquent. Alors, je ne sais pas si le mot est bon de parler. Souvent, je me révolte contre le fait, par exemple, une fois, je suis latino-américain, je suis argentin de naissance. Le Paraguay a voulu faire que la langue guarani soit déclarée patrimoine mondial de l'humanité. Je ne pense pas que le fait de déclarer une langue patrimoine ou que faire d'une langue un musée vivant soit une bonne idée. Je pense que toutes les langues qui veulent effectivement vivre devraient essayer de se moderniser, de se développer, d'aller de l'avant et non pas d'être quelque chose comme folklorique, traditionnel, patrimonial, musée, etc. Et donc, il y a beaucoup d'institutions qui essayent de promouvoir effectivement la modernisation. Alors, comme je le disais avant, c'était aussi une question de volonté. Il y a beaucoup de peuples qui n'ont plus la volonté de de continuer avec leur langue. Et ça, c'est leur droit. C'est dommage pour l'humanité parce qu'on perd tout un univers, mais c'est leur droit. On connaît même dans tout ce qu'on fait en matière de promotion des langues, des langues qui ne peuvent pas, pour des raisons culturelles ou religieuses, qui s'interdisent de donner leurs mots à l'étranger, c'est-à-dire de faire en sorte que les étrangers connaissent leurs mots. Enfin, il y a ce genre de situation et on ne peut pas aller contre. Mais dans la mesure du possible, quand il y a des communautés qui s'en servent, qui ont besoin d'avoir la connaissance, d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à la justice, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à l'enseignement, il faut faire le possible pour que ces langues puissent effectivement se développer normalement. Alors bien sûr, vous me direz 6800 langues, quand il y a beaucoup de ces langues où il y a 2 ou 3 individus, c'est peut-être un peu pas très réaliste. Oui, merci beaucoup. Encore un certain nombre de questions, mais je vais peut-être, on va clôturer ou en tout cas lever cette partie de séance parce qu'effectivement, dans le cadre de cette conférence, les organisateurs ont souhaité prolonger la discussion par un petit verre qui sera donné tout de suite après. Donc, je propose qu'effectivement, on en termine avec la partie formelle, peut-être avec une dernière question pour chacun d'entre vous, qui est peut-être en guise de conclusion, c'est-à-dire que Paul Hotelet, dans l'utopie, ou en tout cas dans la recherche qu'il a amené à créer toutes ces initiatives et dont le Mundaneum en est un héritage, avait vraiment l'ambition, au travers de l'information puis de la connaissance, souhaitait créer un monde meilleur, un monde plus harmonieux entre les gens, etc. Est-ce que vous pensez que le support de cette diversité linguistique dans l'ère numérique pourrait concourir à cet objet-là, ou bien ça n'est qu'un outil, et c'est aux hommes de faire la paix entre eux, quelle que soit la langue qu'ils parlent? Je ne crois pas. Non. Je crois que les problèmes conflictuels sont toujours les mêmes que ceux qui ont existé depuis des milliers d'années, n'est-ce pas? Pour quelque raison que ce soit. Et même la langue peut être un moyen de les aggraver au besoin. Peut-être un peu plus d'optimisme du côté de M. Prado, ou pas? On est foutu. Il ne faut pas oublier que la langue, ça sert à dire la vérité, ça sert à dire le mensonge aussi bien. D'accord. Donc ce n'est qu'un outil. Et puis, oui. Et peut-être une dernière question pour vous, M. Pouzin. Est-ce que vous imaginiez, quand vous travaillez dans ces problématiques dans les années 60, et puis par la suite avec Cyclades, etc., est-ce que vous imaginiez, est-ce que vous pouvez vous projeter dans l'importance que ces outils qui en étaient à la fois en volume, en consommation électrique, en coût, en budget, pourrait impacter autant, 30, 40 ans plus tard, le quotidien d'aujourd'hui? Et ce n'est que le début. Est-ce que vous
Perceviez ça? Absolument pas. D'abord, on avait du boulot. Hein. Il fallait que les systèmes marchent. Et ensuite, on était imbibé quand même par les traditions assez, on pourrait dire, compartimentées de la normalisation. Et le temps que ça prenait. Il fallait 4-5 ans pour définir une procédure de communication, n'est-ce pas? Et elle n'allait pas loin, c'était juste une petite couche. Donc on se disait, ouais, d'ici que tous les ordinateurs communiquent, il faudra bien au moins 20 ans. Hein. Et donc la proportion que ça a pris était totalement inimaginable. Enfin, je pense que c'est un petit peu comme si on avait demandé à des gens qui connaissaient tout juste la bicyclette d'imaginer ce que pouvait être le transport supersonique. Donc, il y a un moment, on dit, ouais, d'accord, bon, c'était trop imaginatif tout ça. Donc ça, on ne s'est absolument pas rendu compte de la taille que ça prendrait, ni de la rapidité surtout. C'était pas du tout à l'échelle des temps qu'on connaissait. Bien, en tout cas, je vous remercie. Donc, comme je le disais, on va peut-être, pour ceux qui ont l'occasion de rester encore un petit peu, prolonger juste les échanges par un petit cocktail qui a lieu au premier étage. L'escalier se cache, d'accès au premier étage se cache derrière le globe. Je tiens à vous remercier, Monsieur Prado, Monsieur Pouzin, au nom des organisateurs du Mondaneum, de nous avoir rejoints pour cette soirée qui est trop courte, hein, le sujet est vaste et dense et riche. Donc, je vous invite à prendre connaissance, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, des autres conférences du cycle Munda Digital et de l'actualité qui est très riche du Mondaneum. Peut-être que Delphine veut faire un petit mot sur les prochaines... Voilà, donc effectivement, on peut continuer la conversation de manière informelle à l'étage avec nos invités. Simplement faire une petite annonce par rapport à la prochaine conférence qui aura lieu dans le cadre de la collaboration avec Google, donc ce cycle Les pionniers de l'informatique en Europe. On accueillera, on a le grand plaisir également d'accueillir Robert Caillot, le Belge, qui est considéré comme le co-inventeur du World Wide Web avec Tim Berners-Lee au CERN et qui est aussi un ami à Louis ici présent avec nous. Donc voilà, ce sera le 22 octobre au Mondaneum. Donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Et maintenant, tout de suite, je crois qu'il y a un petit verre. Ils sont même descendus ici pour vous le servir directement. Voilà, bonne soirée.